Salut à tous et bienvenue dans Le Trail qu'on aime, le podcast de celles et ceux qui aiment le trail. Je suis Mathieu Delpech et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode avec ma bande de joyeux lurons pour débriefer l'actu de ces dernières semaines. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter à chaque épisode et nous on prend aussi beaucoup de plaisir à vous partager ce contenu qu'on espère de qualité. Il est d'ailleurs possible pour vous de débattre avec nous si vous voulez venir un petit peu interagir sur le canal Instagram YouTubeX. Donc ça se passe sur mon compte Instagram où vous êtes déjà plus de 1000 à nous suivre. Ça fait plaisir. Allez, je vous présente l'équipe type du jour. On est bien entouré. Tout d'abord, accueillons l'homme qui a plusieurs centaines d'homonymes en France, mais le seul parmi tout cela à avoir remis le Trièvre au centre de la carte de France en s'imposant comme une figure du trail français, avec un palmarès plus long que son fusil de chasse. Nicolas Martin, comment ça va? Salut les gars, bah ça va pas trop mal. J'ai récupéré difficilement de mon escapade dans l'Écosse, mais là ça va mieux après une nuit de 11 heures cette nuit, ça va mieux et je suis prêt à reprendre l'entraînement pour aller courir du côté de la Charente au mois de novembre. Oula, ça tease. Nous aurons aussi la chance d'avoir à nos côtés un homme qui travaille corps et âme pour sa discipline et qui essaye d'éviter les blessures à ses coureurs qui n'écoutent rien. Le kiné qui a cofondé pour cela la structure d'accompagnement Cap Prévention avec son compère Gauthier. Théo Robin, comment ça va? Eh ben ça va bien aussi en pleine récup des Templiers, moins de temps à l'entraînement, beaucoup plus de temps à la sieste, ça fait plaisir. Enfin, l'homme multicasquette, le manager de l'Académie Sidas Matrix qui court plus vite que ses athlètes, le journaliste qui fait les meilleures previews de courses de l'Hexagone, mais aussi le coureur polyvalent, multisurface. Comment va Alexandre Diol? Ben écoutez, ça va très bien, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Pas mal de taf en ce moment pour préparer comme il se doit l'année 2025 avec l'académie. Et puis, je reviens tout juste d'un week-end aveyronais du côté de Nantes pour le festival des Hospitaliers, terre d'origine des Templiers, où j'ai pu faire l'assistance de mon ami et entraîneur Lilian Gugliero. Je suis en train de tomber carrément amoureux de ce petit coin de France qui est vraiment magnifique, surtout à l'automne. Et voilà, j'ai vécu un dimanche comme on les aime sur le bord des sentiers et finalement, c'est ça le trail qu'on aime. À Majorque, pour ma part, ça va pas si mal non plus. Là, on arrive à quelques jours de la course, donc place à la diminution de la charge d'entraînement. Le plateau annoncé est vraiment exceptionnel. On vous en reparle un petit peu juste après. Le parcours, il est dantesque, donc ça va être une sacrée course. Si vous voulez plus d'infos sur ma prépa et tout ce qui s'est passé depuis la CCC avec des petites complications, comment on a adapté ça, quelle stratégie on a mis en place à l'entraînement avec le coach Nicolas Martin, bah, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo YouTube qui vient de sortir où on fait le point sur tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur YouTube. Messieurs, je vous présente le programme du jour. On va débuter avec vos retours sur vos courses personnelles sur les Templiers, avec une équipe qui était presque réunie là-bas. On poursuivra avec le débrief des actus, beaucoup de belles compétitions ces derniers temps, avec notamment la Diagonale des Fous et aussi la finale des Golden Trail World Series. On enchaînera sur un débrief plus complet et plus détaillé sur le Festival des Templiers, où on vous a fait notre sélection des moments et des perfs à retenir après cette 30e édition. On aura aussi le retour de Louis Travaillot, lui aussi présent sur l'événement, qui nous parlera de l'intérêt pour une marque comme NACT d'être partenaire du Festival des Templiers. On enchaînera avec la désormais traditionnelle rubrique de notre kiné Théo, qui nous parlera cette fois-ci de comment bien gérer sa phase de coupure après son dernier gros objectif de la saison. On aura la chance enfin de recevoir une fidèle auditrice qui a écouté tous les épisodes jusqu'à maintenant et qui a réalisé grâce à ça une performance exceptionnelle à la Diagonale des Fous, à la surprise générale, Pauline Gardel, qui nous a fait une troisième place magnifique. Et on terminera, comme à l'accoutumée, par notre petit instant expression libre. Attachez-vous, ça va secouer. Un programme bien dense, messieurs. Sans plus attendre, je vous propose de commencer. Et surtout, n'oubliez pas de continuer à soutenir le podcast, notamment en mettant 5 étoiles sur vos applis de podcast préférés. Je viens de découvrir que sur Spotify, eh ben, on pouvait noter les podcasts et ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis 5 étoiles au trail qu'on aime. Donc voilà, n'hésitez pas à nous soutenir comme ça nous permet d'être encore plus visible sur vos applis de podcast préférés. Et puis, n'hésitez pas à continuer à nous faire des petits messages de soutien sur Instagram. On y répondra avec plaisir. Messieurs, vous avez tous mis un dossard sur le week-end des Templiers, commençant par les hommes qui ont fait la vraie course, le Grand Trail des Templiers. D'abord Théo, d'un point de vue perso, comment tu as vécu ce week-end, que ce soit en tant que coach ou athlète? Et ben c'était une super découverte ces Templiers là, c'était vraiment chouette, le lieu est absolument exceptionnel. J'étais extrêmement heureux de pouvoir suivre les athlètes et les copains sur les sentiers. Il y a eu des beaux moments de partage, des beaux moments d'émotion. Moi dans mes athlètes, je suis content parce que tout le monde s'en est bien sorti et puis
encore plus fier d'avoir pu mettre deux athlètes sur le podium féminin, donc ça c'était vraiment top. Et après, petit bémol sur ma course où en fait, bon, j'ai distillé beaucoup trop d'énergie sur le vendredi et samedi à faire les suivis, donc bon, ma course j'ai explosé, j'ai dû faire trois siestes pour rallier en boitant la ligne d'arrivée, mais juste merci aux copains et aux assistances parce que sans eux, ça aurait été DNF très rapidement et ça reste quand même une très belle expérience, de superbes émotions. Donc voilà, je tirerai la conclusion que je ne mélangerai plus du tout le suivi de course et des gros objectifs. Mais clairement, je reviendrai à Millau parce que c'est une course absolument géniale. Il faut absolument la faire en tant que coureur, je pense. Et oui, pas toujours facile de trouver le bon équilibre quand la passion est là et quand il y a les athlètes qui sont en train de courir, je suppose. Nicolas, cette course marquait ton retour sur le circuit avec des ambitions et la sensation d'une prépa relativement aboutie. Qu'est-ce que ça a donné? Bah, ça a donné un DNF, donc pas vraiment de résultat brut. Après, globalement, une semaine après la course, moi, je retiens quand même essentiellement du positif. Bah, d'abord, ce qui me permet de poursuivre encore, c'est plus les émotions que la perf, parce que j'arrive à un âge où il y a plus de chances de faire des perfs moins bonnes que ce que j'ai déjà fait que meilleures. Mais voilà, c'était ma 10e quand même sur le Grand Trail, donc c'était aussi un petit peu symbolique d'être présent. J'adore cette ligne, le discours de Gilles avant le départ, la musique de Ral et les fumigènes, donc vraiment bien au début. Après une petite portion qui a été dure mentalement, cette longue portion de plateau au début là où à chaque année c'est quand même dur et puis bon dans mon cerveau c'était un peu un combat mental de soit courir à l'avant en prenant des risques en sachant que bah forcément avec ma prépa pas aboutie ce serait compliqué ou faire une course de d'attente par l'arrière mais où du coup c'était pas très excitant de pas se batailler devant. J'ai jamais trop su choisir, puis j'ai fini par choisir de trop remonté trop tôt, je pense, après Saint-André-de-Vésine. Voilà, j'ai passé un petit moment avec Miguel Arsenio qui a pris la deuxième place, donc je pense que j'avais senti le bon pacing. J'ai d'ailleurs dit à un moment donné que je sentais que c'était le pace pour le podium. Bon, je suis ravi qu'il ait fait honneur à ça en allant le chercher. Et puis moi j'ai une énorme sorte de courbature liée à toujours mes déséquilibres un petit peu musculaires et donc j'ai dû me résoudre à l'abandon au catch. Je pouvais vraiment plus faire un mètre de footing. Alors après j'aurais pu finir tout en marchant, mais je voulais pas prendre de risque pour mon genou. Mais je retiens vraiment du positif de cette prépa, notamment dans ma capacité à trouver l'équilibre entre l'envie d'être performant et puis pas me priver de mes autres passions. Donc c'est extrêmement positif. Et puis j'espère que je mettrai quelques dossards la saison prochaine. Donc malheureusement pas énormément de réussite pour vous dans l'équipe au niveau personnel sur le Grand Trail, mais comme l'a dit Théo, vos athlètes ont rattrapé tout ça en brillant, notamment bah, je pense pour toi Nico à Yannick Noël qui a remporté l'Endurance Trail, la course de 100 km d'une belle manière, et puis Théo, ben on a noté aussi la victoire de Haute Duprat que tu coaches et que tu suis de très près, qui a remporté la Dourbi Foumi sur donc la course de 23 km. Enfin, passons à l'homme qui a failli sauver l'honneur du trail qu'on aime, mais qui a échoué au pied du podium sur l'intégrale d'Écosse, pardon, la course de 61 km. Comment ça s'est passé, Alex? Ouais, effectivement, comme tu l'as dit, j'ai failli sauver l'honneur. Mais malheureusement, bah, j'ai terminé une quatrième place un peu frustrante. Relativement déçu de cette place-là, mais surtout du chrono, parce que la place, encore une fois, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas. Mais le chrono, j'espérais faire 10-15 minutes de moins. Malheureusement, mes jambes m'ont lâché après Mas de Bru, après 48 kilomètres. Mais globalement, je retiens beaucoup de positifs puisque j'ai pu partager le début de course et les 25 premiers kilomètres avec 6-7 coureurs où on a pu se passer de beaux relais sur le plateau. Moi, c'est vraiment comme ça que je voyais les Templiers. Je l'avais encore jamais vécu le fait de courir en meute sur les plateaux et très clairement, j'ai pris un kiff monstrueux à le faire. Et puis ça a été aussi l'occasion de rencontrer, de discuter avec des gars vraiment géniaux. Et puis voilà, ça reste un format où j'ai pas encore une très grande expérience, donc faut pas banaliser ce type de distance. 62 km, c'est pas anodin, donc je suis quand même très content de boucler ce parcours et de rentrer dans un chrono plutôt honnête. Et puis, la petite déception quand même, c'est de me faire chipper la troisième place par un Suédois sorti de nulle part qui pose des grands 200 km par semaine sur Strava et qui, d'ailleurs, j'ai pu discuter avec lui à la fin de la course et qui me disait qu'il préparait les championnats du monde de 100 km sur route, d'ailleurs. Merci de ce petit récap. Et au niveau de tes poulains de l'Académie Sidas Matrix, est-ce qu'ils se sont bien comportés?
Eh ben, écoute, plutôt pas mal. L'idée, c'était de faire un dernier beau regroupement tous ensemble sur un bel événement français. C'était l'occasion, j'avais 4 athlètes présents sur l'événement et ça a été pour 3 d'entre eux l'occasion de découvrir l'événement. Donc ça c'était vraiment chouette. On a passé des super moments. Après, d'un point de vue de résultat, eh ben, c'était un peu plus mitigé puisqu'on peut dire qu'il y a eu une très belle perf, une perf honnête, puis deux contre-perfs. Mais voilà, ce qui montre bien que le haut niveau, d'autant plus chez les jeunes, eh ben, c'est compliqué encore de faire preuve de régularité, mais on essaye de bosser dessus et voilà, je suis très fier de notre petit espagnol Agnol qui a pu montrer encore tout son talent puisqu'il a terminé troisième de la VO2, le format 17 km, à seulement 2 minutes d'un très grand Sylvain Cachard. Et puis Pierre Paulet qui a terminé premier espoir et top 10 sur le marathon d'Écosse. Donc une belle façon de clôturer la saison avec l'académie. Eh ben, merci Alex, c'est des résultats vraiment très honnêtes de l'Académie Sidas Matrix, mais il s'est passé énormément de choses ces dernières semaines sur la planète Trail, beaucoup d'actu chaudes à débriefer. On va commencer par la Diagonale des Fous et c'est Théo Robin qui nous fait un petit point. Donc ça aurait été une édition très très humide avec notamment la dernière descente vers le stade de la Redoute qui s'est transformée en toboggan de boue. On a pu voir sur le live de belles chutes de la part de Mathieu Blanchard ou Jean-Philippe Choumi et c'était assez impressionnant à voir. Du côté masculin, le podium sur la troisième place, on retrouve Ben Diman en 24h42 qui fait à nouveau une troisième place comme en 2022. Deuxième, on a Jean-Philippe Choumi qui gagne une place par rapport à l'année dernière et qui termine en 24h08. Et puis l'homme qui était incertain de prendre le départ à quelques jours de la course et qui remporte la Diag en 23h25, c'est évidemment Mathieu Blanchard. Donc à retenir qu'il a un UTMB index de 925 et que la vitesse moyenne sur la course est entre guillemets seulement de 7,5 km/h. Du côté féminin, sur la troisième place, il y aura l'invité du jour, Pauline Gradel, qui s'est invitée de manière surprise sur le podium en bouclant la course en 33h46 et qui est suivie par le même coach qu'Alex, Lilian Gugliero. Bon, Alex, on t'attend dans 3 ans pour faire la Ouais. diag. Ouais, d'ailleurs, juste, je tiens à dire que Pauline, on l'avait annoncé quand même dans l'épisode précédent. Je l'annonçais en tant que grande surprise, donc c'est super chouette de constater bah, on a eu les bons pronos et puis effectivement, peut-être que le projet Diag va commencer à trotter dans ma tête. En tout cas, j'ai le plan qui est déjà prévu puisque on a la chance dans le Cantal d'avoir une course qui permet que si on la remporte, on puisse obtenir un voyage tout frais payé et un dossard sur la diagonale. Donc, on verra tout ça dans 2 ans. Moi, je me permets une petite intervention puisque Théo, t'as oublié le phénomène le plus drôle de cette diagonale, cette magnifique roue de Jean-Philippe Choumi au kilomètre 110 ou 115, je crois. C'était exceptionnel et ça symbolise bien, je pense, l'engouement et l'ambiance qu'il y a sur cette diag et qui en fait une course particulière. Et puis pour compléter le podium, sur la deuxième place du podium féminin, il y avait Marilyn Nakache qui a bouclé cette trace en 33h01. Et on peut rappeler qu'elle a déjà gagné cette année l'Ultra Ariège et qu'elle avait fait 16e à l'UTMB. Donc elle a fait un enchaînement assez conséquent. Et puis on a la victoire féminine par la favorite Manon Board en 31h49. On pourra noter que c'est quand même délirant de se dire que la gagne féminine se fait à 5,5 km/h de moyenne et ça représente environ 73% de la vitesse de Mathieu Blanchard et elle a été cotée avec un UTMB index de 680. Et autre résultat notable, c'est la perf stratosphérique de Louison Coiffet qui a absolument survolé la Bourbon. Il avait déjà remporté la Restonica 100 km. Et il a bouclé cette Bourbon en 12h27 avec plus d'1h30 d'avance sur le second. C'est absolument énorme. Est-ce que vous aviez des réactions, les gars, sur cette édition du Grand Raid? Juste sur la perte de Louison, c'est difficile de parler de record, puisqu'on parlait beaucoup que Louison allait battre le record de Lambert Saint-Élie qui était autour des 15 heures. Et en fait, donc, difficile de parler de record maintenant. Le Trail du Bourbon a jamais été couru aussi vite. Pour dire que le format est autour des 100 km. Courir en 12h27 sur ce parcours-là, c'est absolument stratosphérique. Donc on a hâte de revoir Louison sur des grandes classiques l'année prochaine. On passe à la finale des Golden, le circuit référence, on va dire, sur le format court au niveau mondial.
Donc là, c'était la place à la finale après les 6 manches qui constituent le circuit. Alors cette année, il y en a que 5 qui ont été disputées puisqu'il y a eu une annulation du côté de la Pologne, qui avait d'ailleurs entraîné une petite adaptation des règles en cours de saison, puisque initialement, c'était les 4 meilleurs résultats qui étaient pris en compte pour le calcul du classement. Et finalement, avec cette annulation en Pologne, on était passé à 3 courses qui avaient remis quand même pas mal de coureurs dans le jeu. Bon, on va commencer par les hommes et globalement le carton plein de l'Afrique dans sa généralité avec la victoire du Marocain Elouzine El Azaoui qui a marqué 1000 points au classement général sur un 1000 possible, donc qui en gros a gagné 3 manches du circuit, puis a gagné le prologue qui rapporte 100 points, puis la grande finale de 300 points et qui s'impose vraiment avec aisance et qui montre sa complémentarité sur tous les types de parcours, puisqu'il y a quand même eu des courses très roulantes où il s'est imposé, des courses techniques comme il y avait sur ses finales. Donc bravo à lui. Le retour premier plan quand même de Rémi Bonnet pour cette finale, puisqu'il a pris la deuxième place à la fois du prologue et à la fois de la grande finale. C'est le seul coureur Rémi Bonnet européen qui est rentré dans le top 6 lors de la finale, puisque à ses côtés il y avait Elouzine et puis 4 Kenyans. Au classement général, victoire donc de Elouzine devant Patrick Kepin-Geno et Rémi Bonnet qui prend la troisième place. Du côté de notre team avec Mathieu Brooks, Daniel Patis qui domine son leader, on va dire, Roberto De Lorenzi, avec une très très belle saison très régulière de Daniel. Bravo à lui qui continue sa progression. Du côté chez les dames, pareil, quand même domination globalement de l'Afrique, notamment sur cette finale, avec la victoire de Joyce Njeru sur le prologue et qui va s'imposer au classement général. Et lors de la finale, c'est notre lauréate de Sierzinal qui s'est mis récemment à la course à pied, John Lynn Chep Ngeno qui s'était imposé. Globalement, sur ce top 10, on retrouve 3 Suissaises. Ça, je pense que c'est à souligner pour un petit pays comme ça, d'arriver à mettre 3 athlètes dans le top 10 de la finale de la série mondiale. 2 Américaines, 2 Espagnols, et puis malheureusement, alors je sais pas si c'est le fait que le circuit peine pas bien en France, mais pas de Françaises dans le top 30. On avait dit que qu'il y avait pas de participation de Françaises lors de cette finale, et logiquement pas de Françaises présentes dans le classement final. Au niveau du prize money, hein, qui est un petit peu on va dire, ce qui a permis de construire ce circuit. On rappelle par manche, il y a 3000, 2000, 1000 euros au podium, puis après une dégressivité jusqu'à 300 euros pour le top 10. Au général, on a un top 20 qui est primé avec 15 000 euros, 10 000 euros, 8 000 euros pour le podium, et puis pareil, une dégressivité jusqu'au top 20. Alors, est-ce que ce prize money, il est suffisamment intéressant pour les coureurs africains qui, on le rappelle, hein, sont rarement dans des teams et sont rarement, je pense, des athlètes vraiment professionnels avec des contrats. C'est intéressant et c'est peut-être pour ça qu'ils sont présents, en plus du format qui est plutôt court. Par contre, moi, je trouve que le prize money sur un top 10-15 aujourd'hui est vraiment faible, et je pense que ça peut être l'une des limites du circuit dans les années à venir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que notamment Pierre Galbourdin, donc j'ai pas noté la la place au classement final, mais qui voilà se bataille régulièrement entre la 10 et la 15e place, c'est quand même pas très visible, et je sais pas si c'est intéressant pour un athlète européen de faire sa carrière sur le circuit des Golden. Je sais pas si vous avez une petite réaction à ce sujet-là. Bah, là-dessus, on en parle assez souvent. On a déjà évoqué plusieurs fois dans le podcast. Les primes, c'est bien. Maintenant, c'est la redistribution des primes qui pose souvent question. On en a parlé aussi au Templiers, où on constate qu'il y a une gagne à 10 000 euros et un dixième à 400 euros. Tu l'as dit, à terme, je pense que s'il n'y a pas une meilleure redistribution, on va concentrer des très forts du premier au dixième. Maintenant, comme tu le dis, des athlètes comme Pierre Galbourdin qui, eux, pour qui c'est compliqué de rentrer dans les top 10, ça va être, je pense que c'est sûr qu'ils vont au bout d'un moment se dire que c'est plus très intéressant s'il n'y a pas la petite carotte financière. Maintenant, juste pour petit rappel, tu parles du top 20 primé avec un vainqueur à 15 000. Ça, c'est le vainqueur de la finale du classement général total. Ouais, du classement général final qui était, comme je l'ai dit, 3 manches plus les résultats des finales, en sachant que la finale pèse quand même lourd, hein.
sur l'ensemble de la finale, donc à la fois le prologue plus la course finale, c'est 400 points en tout potentiellement, et c'est l'équivalent de 2 gagnes quand même sur le circuit, donc c'est vraiment important de participer à la finale. Mais oui, ce prize money là est touché uniquement du classement général final. Et je sais pas si la finale est primée comme les manches. Je pense que oui aussi. Donc il y a peut-être le prize money qu'il y a sur chaque manche qui est aussi présent sur la manche finale, mais c'est pas. C'est aujourd'hui, moi, ma vision personnelle, c'est que le niveau est absolument stratosphérique et les primes sont quand même pas dingues, quoi. Enfin, typiquement, je pense que deuxième des Golden, pour comparer avec une prime identique aux Templiers, c'est quand même beaucoup plus dur de faire deuxième des Golden que de gagner le Grand Trail des Templiers, quoi. Ouais. Par contre, je pense quand même que ça va continuer d'attirer du monde, notamment les coureurs africains, puisque dans la volonté de Greg Vollet, qui gère le circuit, de réduire aussi la distance des formats, ce qui permettra aux athlètes de beaucoup plus enchaîner. Donc, quand on sait culturellement le pourquoi les athlètes africains participent à des compétitions, notamment, bah, c'est un gagne-pain pour eux. Donc, d'un point de vue financier, ça va être encore plus intéressant pour eux de pouvoir enchaîner les courses. Donc après, il faudrait pas tomber dans l'ultra domination aussi des coureurs africains pour garder de l'intérêt à ce circuit. Si demain, comme on le constate dans les grands marathons, ben tous les top 10 c'est que des coureurs africains, je pense que ça, on va perdre en intérêt sportif. C'est clair. En tout cas, en intérêt peut-être médiatique au niveau européen ou au niveau européen et états-unien, et c'est de là que viennent les budgets. Donc après, la question se pose aussi. En tout cas, on a vraiment l'impression qu'on va sur un circuit de plus en plus hors sol qui s'émancipe aussi des courses historiques. Donc on en avait parlé d'ailleurs au dernier épisode, annoncé au détour d'un commentaire Facebook, les Golden et le marathon du Mont Blanc, c'est une histoire qui se termine l'an prochain. Beaucoup moins d'attirance pour beaucoup plus d'athlètes. Donc une bonne question de savoir vers quelle direction va aller le circuit, mais en tout cas, on a vraiment l'impression qu'il essaye de rentrer le plus possible dans le moule olympique. Donc, quel avenir pour ce circuit? Moi, je pense que c'est vraiment la clé, c'est soit le circuit arrive à rentrer dans le moule olympique et du coup sera soutenu de manière aussi, enfin notamment en France, entre guillemets, étatique par le fait que ce soit une discipline olympique. Parce que sinon, on le voit bien aujourd'hui, ce qui fait l'intérêt médiatique et puis aussi l'argent qu'il y a dans notre sport, c'est quand même le côté communautaire et identification. Et si le circuit devient très dominé par les coureurs africains, il y aura moins d'identification et je pense que ça sera dur pour le circuit. Je pense très clairement qu'aujourd'hui, c'est un pari pris par Greg Vollet et toute l'organisation de passer le cap, de devenir le circuit peut-être référence tout au cours de la saison, enfin des saisons non olympiques et puis même peut-être de la saison olympique, comme on voit une Coupe du Monde dans la plupart des disciplines. Je pense que c'est vraiment jouer là-dessus et d'espérer que ça passe le cap, sinon ça risque de peut-être pas péricliter, mais avoir du mal à entretenir de l'intérêt parce que ça sera très dur de continuer à attirer des très bons coureurs qui ont pas de visibilité et qui du coup peuvent pas le valoriser auprès de leurs partenaires derrière. En tout cas, un circuit qui commence vraiment à faire la différence entre le peloton et les athlètes élites. Et du coup, notamment, ça fait écho à cette séparation de course historique du marathon du Mont Blanc, qui est aussi une course open à tous les amateurs. Et donc, pour revenir sur ce marathon du Mont Blanc, on connaît désormais le nouveau sponsor, c'est New Balance, qui continue ses investissements massifs dans le trail après l'investissement pour construire un team de haut niveau et qui s'engage maintenant à 5 ans avec le marathon du Mont Blanc, avec notamment une forte volonté de pousser les courses jeunes sur le devant de la scène, donc à suivre en 2025. En tout cas, l'événement avait ouvert 40% de ses places pour les inscriptions la semaine dernière, avec des places réservées pour les coureurs s'engageant à venir en train, sur donc 40% de leur place totale réservée pour les coureurs venant en train. Tout ça pour but de réduire le bilan carbone de l'événement, puisqu'on sait que les transports, c'est la plus grosse part du bilan carbone dans l'événementiel. Et donc, les places se sont quand même arrachées en moins de 2 minutes. Donc, l'orga va devoir faire face à un gros challenge logistique, je pense, pour vérifier tout ça. Mais moi, ça me fait plaisir de voir de telles initiatives. Et il y a besoin d'orgas qui se mouillent, qui mettent les pieds dans le plat et qui défrichent un petit peu le champ des possibles sur ce niveau-là, quitte à faire beaucoup de mécontents et à se heurter à de gros challenges. En tout cas, personnellement, ça me ravit de voir ces sujets qui sont pris au sérieux. Actu suivante, sans transition, je continue ma lancée des revues de la dernière quinzaine. Il s'est passé le kilomètre vertical de Fouilly. Donc on va vous parler rapidement d'une discipline qui est très peu médiatisée, mais très niche, avec des facteurs de performance très spécifiques. Le kilomètre vertical, donc comme son nom l'indique, c'est une course où l'on cherche à gravir 1000 mètres de dénivelé le plus rapidement possible. Est-ce que Nico, tu peux nous faire un petit mot sur les déterminants de la performance pour ce type d'épreuve hyper raide?
Ouais, bah c'est une course courte, hein, on l'a dit, les meilleurs mondiaux c'est autour de 30 minutes, un peu moins pour les hommes, un peu plus pour les femmes, on va en revenir dessus juste après. Physiologiquement, bah très clairement, il faut avoir un gros VO2 max, on rappelle, hein, c'est la consommation maximale d'oxygène de notre corps. C'est vraiment très important parce qu'en fait le VO2 max reflète beaucoup de choses qui se passent dans le corps et donc c'est une métrique unique qui permet de tout voir. Alors après on peut pas faire le détail, mais faut avoir un gros VO2 max. Après plus spécifiquement, pour ceux qui connaissent un petit peu l'entraînement, c'est surtout utiliser une grosse fraction de ce 100% de VO2 max. Donc en gros, ça correspond au seuil 2. On est un petit peu en dessous le seuil 2 sur une épreuve comme le KV, mais c'est important. Après, tu l'as dit, c'est très raide. D'ailleurs, on le voit notamment, les meilleurs chronos se font toujours sur des pentes très raides. Alors c'est pas forcément vrai pour tout coureur, puisqu'il y a des coureurs qui préféreraient peut-être moins raide, mais pour les meilleurs chronos mondiaux, c'est sur des pentes raides. Donc, faut beaucoup de force parce que les pentes, on rappelle, hein, à Fouilly, il y a 1000 mètres de dénivelé positif et il y a environ 2 kilomètres de distance. Donc, c'est très, très, très raide, des pentes extrêmement raides qui entraînent une spécificité aussi. C'est l'usage des bâtons sur ces parcours-là. On est vraiment désavantagé si on n'utilise pas les bâtons. Donc, un petit peu de technique. Et après, moi je pense, alors ça c'est pas forcément très scientifique, mais pour voir un petit peu souvent l'âge des coureurs, je pense que c'est une course qui demande énormément d'expérience, un petit peu comme le 10 km route, parce qu'on est vraiment sur le fil du rasoir. Et je pense qu'il faut les répéter ces courses-là pour trouver le bon pace qu'on est capable de tenir pendant cette demi-heure. Moi, quand j'ai commencé à pratiquer, je rapprochais un petit peu du 10 km route, où on m'avait dit c'est 10 000 mètres, où chaque mètre est une souffrance, et il faut vraiment trouver cette bonne équilibre pour pas péter après le 500 au premier mètre de dénivelé positif. Et du coup, maintenant, on va passer à l'analyse un petit peu de ces courses, puisqu'on a une énorme performance hein, sur le kilomètre vertical de Fouly. Ouais, moi, Nico, j'avais une petite question avant. Est-ce que c'est un exercice que tu conseilles à potentiellement tes coachés ou alors au grand public de faire pour travailler une qualité précise ou est-ce que tu penses que ça peut être intéressant de caler ça dans une saison? Ouais, c'est intéressant. Bon, déjà, faut quand même bien remettre dans le contexte de la pratique du trail en France. Tout le monde ne peut pas faire un kilomètre vertical, hein, puisque 1000 mètres de dénivelé à côté de chez soi, c'est pas facile à faire en dehors des Alpes et des Pyrénées globalement. Après, c'est un exercice que je préconise moi un petit peu entre guillemets ce qu'on appelle du seuil long. Après, un kilomètre vertical, c'est un peu long quand même pour la plupart des gens. C'est quand même vraiment un effort long. Après, avoir une bosse un petit peu référence et faire des tests, ça c'est intéressant. Moi, j'aime bien faire ça aux athlètes un peu en suivi d'adaptation à l'entraînement parce que si on régresse sur son record personnel, alors bon, ça dépend bien sûr, c'est contextuel hein, de ce qu'on est en train de préparer. C'est pas un facteur déterminant quand on prépare de l'ultra, mais moi j'aime bien faire des tests pour voir aussi et on a parlé des Templiers. Moi, j'avais fait un test sur une de mes bosses références de 800 mètres de D+, juste avant le Grand Trail. Et c'est vrai que ça permet de voir un petit peu où on en est physiologiquement parce que c'est vraiment une épreuve où là-dessus, il n'y a pas d'aspect, un peu un aspect gestion de l'effort, j'en ai parlé, mais il n'y a pas d'aspect de gestion énergétique. C'est vraiment la forme physiologique du moment qui ressort sur ce genre de test. Donc retour à l'actu après cette petite présentation du sport qui est le kilomètre vertical. On aime bien dans le trail qu'on aime vous parler de tout l'éventail que le trail peut nous présenter et pas seulement de l'ultra distance qui prend un petit peu le dessus sur les médiatiquement. Mais donc avait lieu le week-end dernier le kilomètre vertical de Fouilly qui est une des épreuves phares de la discipline et qui est aussi le parcours le plus rapide du monde où ont été faits les deux records du monde féminin et masculin. Donc, en parlant de record du monde, cette édition, Christelle Dewal a effacé des tablettes le record de Axel Mollaret, la skieuse alpiniste, qui avait été fait au Grand Serre sur un autre parcours, du coup, pas très loin de chez Nico, en 2019, qui était de 34 minutes 01. Et donc, Christelle vient de nous poser une marque à 33 minutes 43. Donc, ça monte très, très vite. Et puis, les autres performances marquantes de cette édition, donc, Henri Emono qui rejoint le club très fermé des sub 30 minutes sur KV, plus de 2000 mètres heure de moyenne, donc j'ai mal aux cuisses rien qu'en le lisant. Et du côté des Frenchies, donc pour la petite anecdote, Stéphane Tempier, donc un ancien VTTiste de haut niveau, qui s'incruste sur le podium avec une troisième place, donc c'est une sacrée perf. Et puis aussi la cinquième place de Mathieu Le Fur en train de 32 minutes 27, donc un profil assez discret, mais qui enchaîne les bonnes performances en ce moment et les compétitions. Il est en forme, il faisait il y a 2 semaines un 10 km route en 31 minutes et des poussières.
la semaine dernière, donc une 5e place au kilomètre vertical de Fouli. Et puis il vient aussi de participer au Trofeo Vanoni en Italie. Alex, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur cette classique italienne? Ouais, ben on le sait, on connaît tout l'amour des Italiens pour la course en montagne. On connaît de nombreux athlètes qui ont fait une carrière uniquement sur cette discipline et qui arrivent à en vivre. Et oui, effectivement, Trophée Vannoni, c'est une belle classique de la course en montagne qui a plus de 60 ans et qui en fait consiste en un relais de 3 athlètes où en fait tous les clubs italiens s'affrontent. Et ce qui est cool aussi, c'est que c'est un événement qui essaye d'inviter aussi les pays limitrophes et notamment la France. Et tous les ans, la France essaie de se concocter une petite équipe de 3 athlètes. Généralement, on retrouve des athlètes qui ont brillé en équipe de France la même année. Et puis cette année, c'est notamment, comme tu l'as dit, Mathieu Le Fur, Adric Petit et Théodore Klein qui sont allés défier nos amis italiens et qui ont terminé à une superbe deuxième place. Et notamment Théodore, qui est dans la forme de sa vie, qui a fait un super dernier relais qui a permis à la France d'aller chercher la deuxième place. Donc voilà, pareil, si vous avez l'occasion un jour d'aller découvrir l'ambiance course en montagne en Italie, je vous le conseille fortement. Moi, j'ai un petit point stat sur l'édition avec un 30-19 pour Théodore Klein cette année, le meilleur temps parce que c'est immuable, ça faut le dire, le parcours change jamais au Trofeo Vannoni, ça c'est vraiment sympa pour comparer. Cette année en 2024, meilleur temps pour Alberto Vender en 29,57 et je donne les petites stats du record lunaire de Alex Baldaccini, 28 minutes 21. Donc je vous laisse imaginer 2 minutes à Théodore Klein en une demi-heure, c'est vraiment hallucinant. Et puis notre Juju Rancon qui a déjà couru sur ce parcours en 29-17. Donc on voit les années passent, mais les anciens faisaient déjà des performances absolument hallucinantes. On n'a pas parlé des féminines puisqu'il n'y a pas un trophée au Vannoni avec un relais à 3 chez les féminines et c'est vrai que il est un peu moins populaire que celui masculin. Dans un tout autre registre, parlons maintenant rapidement de la manche UTMB qui nous attend cette fin de semaine sur l'île de Majorque. Alex, un petit mot? Au-delà du fait que tu y participes et qu'on va suivre ta course avec grande attention, moi c'est plutôt une manche qui est en train que je vais suivre, qui est en train de bien me motiver. En plus, on constate avec tes belles stories sur Instagram que Majorque ça a l'air vraiment incroyable. Donc ouais, il y aura une très très belle densité, notamment sur le 50 km, aussi bien chez les filles que chez les garçons, où il y a des plateaux annoncés qui sont très très denses. En effet, c'est vraiment une start list qui est impressionnante sur cette course et encore plus sur la course reine, donc la course de 70 km sur laquelle je suis inscrit, qui était la course qu'a racheté l'UTMB et qui s'appelait en fait Mallorca 5000 Skyrunning. Donc pour vous donner un ordre d'idée du type de chemin qui va nous attendre. Et donc là, on a plus de 20 inscrits masculins au-dessus de 850 d'index UTMB. Bon, comme on le sait, les listes des inscrits est toujours différente de la liste des partants, encore plus en fin de saison. Mais même s'il y a que la moitié des athlètes qui participent, ça fera quand même une belle densité à l'avant. Et j'ai une petite question pour vous, les gars. Pour comparer, vous pensez que sur la Diagonale des Fous, il y avait combien de participants masculins au-dessus de 850? Et la même question pour les Templiers. Donc, Alex, un petit pronostic? Pour la Diag, je dirais, je sais pas, une petite dizaine. Les Templiers, je dirais une trentaine, une quarantaine même. Nicolas? Je dirais 8 à la Diag et 39 sur le Grand Trail des Templiers. Allez, je Théo? dirais 7 sur la Diag et 50 au Templier. Et voilà, c'était un 7 à la Diagonale des Fous, donc ça vous donne un petit peu un ordre de grandeur. Donc 7 dont 6 partants. Et puis au Templier, donc il y en avait 34, mais seulement 20 partants au-dessus de 850. Donc là, on est à 20 inscrits sur ma course. Donc pour vous situer un petit peu le niveau qui nous attend, je vous donne quelques noms remarquables aussi. Donc Dmitri Mitiev, Dakota Jones, Damien Humbert, Rod Farvard, Baptiste Petitjean et encore bien d'autres. Et puis chez les filles, on a aussi Ekaterina Mitiaeva, la française Camille Bruyat, l'italienne Martina Valmasoy. Donc ça va être une belle course qui nous attend ce week-end. On rappelle Ouais, et peut-être le puis, contexte de cette manche qui est très courue parce que si je dis pas de bêtises, la dernière manche européenne avec Kuhlmannen, mais ça visiblement ça attire un peu plus les coureurs du côté de Majorque qui on les comprend plutôt que du côté de ce parcours très roulant de Suède. C'est contextuellement c'est la dernière manche pour se qualifier pour les finales de l'année prochaine et je pense que ça explique en grande partie le fait qu'on ait beaucoup de coureurs et de coureuses de très haut niveau. ouais, et puis moi, je vais suivre aussi avec attention le format 140 km, où on aura deux Frenchies qui sont annoncés dans le top 5 des favoris. Théo Le Goudec,
un petit jeune qu'on a vu brillamment remporter le 115 km de l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour. Et puis Baptiste Coatantia qui commence à grandement faire parler de lui et qui pourrait aller claquer enfin la perf qu'on attend de lui après son malheureux DNF à l'UTMB. Pour conclure ces actus qui sont très riches, je vous emmène faire un petit voyage outre-Atlantique pour vous parler d'un athlète relativement inconnu en Europe encore, mais qui n'attend que de faire parler de lui avec une saison 2024 exceptionnelle aux États-Unis. Il arrive très fort dans le milieu du 100 miles. Il s'est essayé sur ce format cette saison pour la première fois avec énormément de réussite. Donc premier 100 miles à Leadville, il annonce un chrono record avant la course et il fait ce chrono à la minute près. Donc c'est un entraîneur aussi qui est très polyvalent. Il entraîne beaucoup d'athlètes très très forts aux États-Unis avec sa compagne. En fait, ils forment un duo d'entraîneurs. Ils ont aussi un podcast tous les deux où ils parlent d'entraînement. C'est super intéressant. C'est en anglais. Ça s'appelle Some Walk, All Play. Je recommande vivement, mais ça va très très vite. Faut vraiment avoir un très bon anglais pour pouvoir les suivre. Et donc là, il vient de faire encore une nouvelle perf sur 100 miles. Donc sur une course qui est aussi très courue aux États-Unis, le Javelina 100. Et puis, je crois qu'Alex a une petite réaction à nous faire. Ouais, moi c'est bien beau les Américains qui remportent les courses chez eux et qui en font tout un pataquès, mais on attend toujours de le voir en Europe parce que il y a plein d'Américains dont on parlait fort sur les courses américaines et qui, une fois venus en Europe, faisaient plus grand-chose. Donc, on a Ouais, hâte c'est pas les mêmes de parcours, voir hein. cet Américain éventuellement sur une manche UTMB l'année prochaine. Et Ouais. est-ce que est-ce qu'il faut absolument faire en Europe pour être un bon trailer, ou est-ce que si tu remportes toutes les plus grandes courses américaines, tu n'es pas déjà un excellent trailer avec des qualités différentes? En tout cas, cette année, il vient de décrocher son ticket pour la Western en 2025, donc j'ai hâte de voir ça. Et là, tu pourras pas dire que ce n'est pas de la perf. Bah, Exactement. moi, J'ai pas dit que c'était pas de la perte. J'ai dit que j'attendais de le voir face à une concurrence européenne. ouais, mais je pense que ça, c'est un faux débat parce que, en fait, les qualités pour briller sur, on va dire, le plus grand ultra européen, qui est l'UTMB et la Western, c'est pas les mêmes choses et on le voit, une hard rock qui se rapproche beaucoup plus de nos parcours européens, les coureurs européens qui dominent s'en sortent mieux. Donc voilà, il faut un peu de tout pour faire. Mais en tout cas, le chrono qu'il a fait à Leadville était hallucinant avec je me rappelle plus exactement, mais des prises de glucides dingues aussi. C'est vraiment sympa à suivre aussi ce trail US de ce grand pays qui a été aussi l'histoire et le cœur du trail et de son développement. Quelle richesse encore une fois dans l'actu de cette fin de saison. On savait plus où donner de la tête, mais je pense que là on a fait un tour quand même assez complet. Je vous propose de retourner sur le gros événement du mois d'octobre, en tout cas en France. C'est assurément les Templiers. Donc attardons-nous un petit peu sur les moments forts de cette 30e édition du Festival des Templiers. Donc je vous propose de faire un petit tour de table des moments forts qui vous ont marqué dans l'équipe. Mais je crois qu'avant ça, Alex avait un petit message à faire passer. Ouais, comme vous le savez, on a reçu un auditeur lors de notre précédent podcast, Joris. D'ailleurs, pour être tout à fait transparent, c'est un copain, hein, donc c'est pour ça il m'a cité dans sa petite interview. Mais Joris, il a claqué la très 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 grosse perf du week-end puisqu'il participait à la Bofi 50 et il a eu donc la Bofi 50, il y avait deux vagues, une première vague qui partait 10 ou 15 minutes avant la deuxième vague et puis notre ami Joris qui était dans la première vague a réalisé la grosse perte de louper son départ. Donc, il est parti deuxième vague. Il a dû remonter un sacré paquet de coureurs et il a quand même réussi à terminer à la 11e place. Donc, bravo à lui pour cette très belle perf. Revenons aux choses sérieuses. Messieurs, je vous propose de vous faire un petit retour sur une perf qui vous a marqué ce week-end. Commençons par Nico qui a analysé l'intégralité des segments Strava d'Écosse pour nous comparer le chrono stratosphérique de Thomas. Est-ce la meilleure performance des 30 dernières éditions? Excellente question, Mathieu. Alors, c'est dur à analyser parce que le parcours change chaque année un petit peu. Je me suis amusé à comparer donc justement la course de Thomas avec la mienne en 2018. Alors, pourquoi ce choix? Parce qu'on a fait exactement le même chrono à une dizaine de secondes près, 6h38 et des brouettes. Et donc bon, les parcours, je le disais, ont pas mal évolué avec notamment un gros changement autour de Pierrefiche, puisqu'avant on montait au-dessus de Pierrefiche depuis deux années, la montée est un petit peu différente. De manière globale, alors sans rentrer dans les détails, les segments étaient très très proches, tous les segments que j'ai analysés entre la perf de Thomas et la mienne. Du coup, moi je pense que la performance par exemple de Sébastien cette année-là, qui m'avait battu d'un peu plus d'une minute, est un peu meilleure que celle de Thomas. Thomas
Pour vous donner un ordre d'idée, avec ma course, il a mis 1h12,59 dans la partie finale, donc quand ton masse bio est l'arrivée, là où j'avais mis 1h13,25, donc vraiment très très proche. Ce qui montre aussi peut-être que finalement on touche un petit peu les limites entre guillemets humaines sur ce type de parcours, notamment peut-être par la technicité des terrains qui fait qu'on peut pas dépasser une certaine vitesse à certains endroits. Je vous ai fait une dernière petite stat pour parler. Alors bon, ça toujours à prendre avec des pincettes. La comparaison de chrono parce que les conditions terrain sont assez évolutives cette année, notamment en 2024 c'était quand même assez boueux par rapport à toutes les éditions que j'ai fait. Alors bon, ma mémoire peut me faire défaut, mais j'ai l'impression que c'était l'édition la plus boueuse qu'on ait eue. Je vous ai fait donc plein de stats en VAP. J'ai retrouvé meilleur perf Sébastien Peut-être tu peux Speller. nous dire ce que c'est la VAP pour La VAP, ceux c'est qui ne la sauraient vitesse pas. ajustée à la pente. Donc en gros, c'est une vitesse qui avec des algorithmes, estime la vitesse à laquelle vous courriez si vous courriez à plat. Donc quand vous êtes dans une bosse où vous allez courir, je sais pas, à 7 minutes au kilo, vous avez une vitesse qui vous estime à quelle vitesse vous iriez pour le même effort à plat. Donc on a du 3 minutes 56 pour Sébastien Speller en 2018. Après j'ai trouvé Jonathan Albon en 3 minutes 59 en 2021, 4 minutes 01 pour ce même Jonathan Albon en 2023. Pour Thomas, c'était 4 minutes 05, ce qui est la même perf que Jim en 2022. Alors nous, on dit souvent dans ce milieu pour rigoler qu'en gros, les Templiers, c'est courir à peu près l'équivalent de 6h30 à 15 km/h. Et vous voyez avec ces chiffres que c'est pas très loin de la vérité. Donc voilà, pour ceux qui veulent mesurer un petit peu et qui font pas forcément de trail où c'est plus dur de comparer des vitesses à moyenne en trail, et voilà, courez à 15 km/h sur le plat et vous vous dites qu'en termes d'effort, c'est ça pendant 6h30 au Templier. Sachant qu'il y a en plus la technicité des parcours qui vient Ouais, entrer tout et à fait. influencer tout ça, quoi. C'est pour ça que la vape, si vous voulez l'utiliser pour ceux qui veulent l'utiliser, faut l'utiliser avec des pincettes et uniquement sur des terrains qui sont similaires parce que forcément si c'est très technique, notamment tu le vois bien en ce moment Mathieu, toi qui cours à Majorque où tu dois bien voir tes vapes qui sont très différentes de celles que tu as habituellement pour le même type d'effort parce que là-bas la technicité est telle que ça fait chuter les vitesses. Donc, dites-le Exactement. à tous vos copains qui font de la route et qui arrivent pas à se rendre compte de l'effort d'un trailer et qui souvent se moquent un peu des moyennes kilométriques sur les distances. Voilà, si vous ramenez à la VAP à plat, comme l'a dit Nico, courir 6h30 à 15 km/h, ça pose le niveau d'un athlète. Alexandre, tu peux garder la parole. De quoi tu vas nous parler après ces Templiers exceptionnels? Moi, j'aimerais vous parler du très très beau fight qu'on a eu chez les féminines, de la superbe densité qu'on a eu dans le top 10. Une course remportée par la néo-zélandaise Kathleen Fielder en 7h42 devant la norvégienne Sylvia Nordlander en 7h45 et Blandine Lirondelle en 7h48. Et ce qui est très intéressant à constater, donc, c'est que les 3 premières femmes ont réalisé un chrono sous les 7h50 et les 6 premières un chrono sous les 8h02. Et on a un top 10 en 8h30. C'est clairement du jamais vu. En tout cas, jamais une course féminine sur le Grand Trail Templier ne s'était gagnée aussi vite et n'avait connu une telle densité. Très souvent, on était quand même habitué à vivre des victoires féminines autour des 8 heures de course. À titre d'exemple, l'an dernier, Julie Roux avait remporté la course en 7h58 et on avait une 10e féminine qui était en 9h18. Soit 48 minutes de plus que la 10e femme de cette année. Donc c'était vraiment quelque chose à notifier, cette très belle densité. Et puis comment l'expliquer? Deux raisons majeures. Déjà le niveau très proche du top 10 féminin sur le papier et qui ont chacune réalisé une très très grande performance. Contrairement aux hommes où on a aussi des hommes qui sont annoncés favoris qui passent un petit peu à côté de la course. Là sur les 10 favorites annoncées, y en a quasiment aucune qui est passée au travers. Notamment Blandine qui après un bel UTMB a réussi à revenir très en forme et pour en avoir discuté un petit peu avec son entraîneur, ils avaient calculé un chrono optimisé autour de 7h50 pour Blandine et elle court en 7h48. Donc c'est dire qu'elle a réalisé une très très grande performance. Moi, j'ai une petite stat qui va peut-être déboucher sur une question, mais je rebondis parce que Blandine, qui donc est montée sur la 3e marche du podium, a inversé sa position avec l'OCC 2021 et Kathleen Fielder, qui elle avait été montée sur la 3e marche du podium à l'OCC 2021 et s'est imposée sur ce Grand Trail des Templiers. Et à ce moment-là, je fais une petite stat. Alors je fais souvent ça, mais la comparaison entre le vainqueur masculin et féminin en pourcentage, ça permet d'avoir une idée de la valeur de la performance. Blandine, cette fois-là, sur l'OCC 2021, lors de sa victoire, qui est, je pense, l'une des plus grandes perfs de Blandine dans sa carrière, a été à 14% de Jonathan Albon.
Et là, elle est passée à 17,5% de la gagne cette année sur ce Grand Trail des Templiers, tandis que Kathleen, elle a réduit l'écart de 22% en 2021 à 16% sur ce Grand Trail. Alors comment l'expliquer? Moi, je pense que c'est la difficulté de de faire le grand écart un petit peu que fait Blandine dans sa saison avec son passage sur l'ultra, de rester performante sur des courses de moins de 8 heures, c'est pas évident, mais on voit aussi que le niveau de Blandine était absolument stratosphérique dans son entre guillemets début de carrière et qu'elle a du mal forcément à progresser. Et on voit que les trajectoires un peu de carrière des athlètes peuvent être différents avec des gens qui progressent tout au long de leur carrière, d'autres qui arrivent à un très haut niveau de performance et qui ont pas forcément autant de marge que ce qu'on pourrait imaginer quand ils arrivent sur le circuit. Ouais, tout à fait. Et puis le deuxième facteur un peu explicatif de cette belle densité, bah, c'est très logiquement la présence d'athlètes de renommée internationale, notamment Kathleen et Sylvain Orgzdar, qui sont deux des athlètes les plus performantes depuis 2-3 ans sur des formats, on va dire, entre 40 et 80 km. Donc voilà. Et puis cette année aussi, au-delà des chronos, c'est le suspense qu'on a eu pour la gagne et pour le podium qui nous a tenu en haleine vraiment toute la course. Et un fight notamment d'anthologie pour la troisième place entre Blandine et Clémentine, une petite revanche des Europes où c'était Clémentine là qui avait terminé devant Blandine. Cette fois-ci, c'est Blandine qui termine troisième et Clémentine quatrième avec seulement 1 minute 30 d'avance. Donc pour avoir suivi un petit peu la course féminine aussi sur le terrain, franchement c'était vraiment haletant et vraiment très très intéressant à suivre. Et puis allez, j'aimerais terminer ce petit passage templier pour ma part en vous parlant d'une très belle performance aussi d'un ami qui a terminé septième de cette édition. J'en avais déjà un petit peu parlé sur le canal Instagram. C'est Goulven Carneguez, un Breton qui est expatrié à Millau, que j'ai rencontré il y a 2 ans lors du Loser Trail, un format 50 km. On avait fait 30 km ensemble, on avait vraiment très bien échangé, puis il avait complètement explosé. Et puis 2 ans plus tard, il est complètement strato. On a clairement plus du tout le même niveau, ça c'est clair. Il a claqué un premier gros 859 de Quatitra en 2023. Il a terminé 6e de la 6000D et 14e des Templiers l'an dernier. Et puis en 2024, voilà, il a complètement explosé. Vainqueur du 60 km du Grand Trail de Serre-Ponçon, côté à 867. Vainqueur du 40 km de la Swiss Peaks, côté à 856. Et puis là, il sort la perf stratosphérique, pardon, septième du Grand Trail en 7h09, qui devrait le faire coter autour des 880. Donc une arrivée hyper émouvante et une perf aussi inattendue. Hein. Il s'attendait pas à performer autant sur sa course de cœur, et pour avoir vécu le fait de faire une belle performance sur une course de cœur, je peux vous dire que c'était très très beau à voir. Ouais, ouais, c'est quand il m'a doublé dans la descente sur Masse de Bio, je me suis dit ah c'est peut-être avec lui que j'aurais dû faire une course patiente et un bon pacing, et c'est vrai que bravo à lui parce que super beau pacing, il a bien réussi sa course avec voilà, on sait une stratégie qui marche toujours bien au Templier, je pars un petit peu en contrôle et puis je ramasse les morts à la fin. Mais le chrono est vraiment remarquable. Merci les gars pour ces analyses très pointues de reporters sur le terrain passionnés. Et puis ça fait vraiment plaisir de voir des courses filles qui se densifient et qui sont tout autant excitantes à suivre que les courses masculines. Est-ce que vous avez un dernier petit mot à dire avant qu'on passe à la rubrique suivante? Je crois qu'on peut désormais lancer la rubrique business de Louis Travaillot, le retour de l'enfant prodige. Cette fois, il vient avec sa casquette NAC bien vissée sur la tête. Ne vous laissez pas avoir, il est probablement là pour vous vendre ses produits. Il a pris le temps entre 2 négociations et 2 entraînements pour sa prépa Saint-Élion de venir échanger avec nous. Louis, tu étais aussi présent sur ce week-end des Templiers avec NAC, sponsor nutrition de l'événement. Donc, moi perso, ça me fait un petit peu sourire de voir les Templiers qui se refusent l'entrée dans le circuit UTMB et qui veulent leur indépendance. Et au final, on voit qu'ils ont les mêmes sponsors principaux avec Oka en équipementier, puis la nutrition avec NAC. Donc, de votre point de vue à vous, chez NAC, pourquoi continuer de sponsoriser des événements encore supplémentaires quand vous avez déjà une des séries les plus visibles et qui grossit le plus avec les UTMB World Series? Et bah déjà salut à tous, content d'être ici et de vous voir, c'est cool. Du coup pour te répondre, donc nous en fait par rapport à ce partenariat, donc nous en fait on est partenaire de l'UTMB World Series certes, mais on n'est pas bloqué à l'UTMB, on n'est pas pro UTMB ou pro Templier ou
World Trail Major, etc. Nous, notre objectif, c'est de toucher une communauté qui est ultra large. Et du coup, avec l'UTMB, on est sur quelque chose qui est très international, mais avec les Templiers, on est sur une classique qui est incontournable en France. Et en fait, il suffit de rester 1 heure sur le stand aux Templiers pour comprendre que la clientèle elle est totalement différente que ce qu'on peut retrouver sur un UTMB par exemple. Et au final, nous c'est ça qu'on recherche quoi, c'est de toucher un maximum de personnes et de tous les des différentes plein de différentes personnes quoi. Et du coup, pourquoi sponsoriser des événements comme ça? Tout simplement parce que nous, on souhaite faire connaître la marque et notre objectif, c'est qu'un maximum de coureurs testent nos produits, apprennent pourquoi les utiliser, comment les utiliser. Et du coup, pour ça, il n'y a pas meilleure expérience que de mettre nos produits directement sur les ravitaillements des plus grandes et des plus belles courses en France ou dans le monde. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, du coup, la question qui revient à longueur de journée nous, sur notre stand, c'est quel produit on va trouver sur les ravitaillements. Donc en fait, ça montre bien que nous, en fait, ces partenariats nous offrent une grande visibilité et une période de test en fait directement immersive pour tous les coureurs. Et nous, c'est clairement ça qu'on recherche. Et d'un point de vue plus concret, ça consiste en quoi, du coup, ce partenariat? Est-ce que tu peux donner l'ordre de grandeur du cachet pour être dans les partenaires d'un tel événement? Et puis, je suppose aussi, du coup, comme tu nous l'as dit, que vous fournissez quasiment l'intégralité des ravitaillements. Je me rends pas bien compte. Est-ce que ça représente pour vous une grosse somme en termes de produits pour fournir plus de 10 000 coureurs qui ont pris les départs sur ce week-end des Templiers? D'un point de vue plus concret, un partenariat comme celui-ci, c'est une collaboration qui est globale en fait. Et donc nos produits sont à disposition de tous les coureurs sur le ravitaillement. Il y a un accord financier qui est évidemment inclus dans le deal, mais je peux pas transmettre les chiffres. Et ensuite, il y a notre emplacement aussi qui est sur le village des partenaires, qui est clé parce que d'être partenaire d'une course comme ça nous offre un positionnement sur le village partenaire qui est très important et qui, in fine, a un gros impact sur les ventes qu'on génère pendant tout l'événement. Et puis après, il y a l'aspect communication aussi, où la marque elle est inclue sur toutes les newsletters, sur tous les réseaux sociaux, enfin sur toutes les plateformes de diffusion. Donc on en revient un peu à l'aspect visibilité qui nous offre vraiment une grosse visibilité en fait globale. Et après, moi, je peux pas transmettre la somme, pareil, de produits, enfin, la somme qui correspond aux produits qu'on envoie sur toutes ces courses. Mais par contre, je peux parler du process qui me semble important pour tous les coureurs soient au courant en fait de comment ça se passe. Et nous, par rapport à ça, en fait, on envoie des produits, tous les produits en quantité pour répondre aux besoins de tous les coureurs sur toutes les courses. Mais après, une fois que les produits sont envoyés à l'organisation, c'est l'organisation et les bénévoles qui sont en charge de toute la mise à disposition des produits. Et donc ça peut amener des fois à des dérives et à des manquements. Par exemple, la tête du peloton qui prend beaucoup de produits sur le dernier ravitaillement de la course, et ça peut amener avec une fin un coureur qui plutôt en fin de peloton manque de produits sur un des ravitaillements. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne et on apprend au fur et à mesure d'être présent sur beaucoup d'événements et on cherche à progresser pour que l'expérience des coureurs sur les courses soit la meilleure possible dans les prochaines années sur tous les ravitaillements. Moi, j'ai une petite question, Louis. Justement, comment vous faites pour calculer un peu la quantité de ravitaillement que vous allez fournir aux événements et qu'est-ce que vous faites? Alors ça, c'est peut-être pas NAC qui gère, mais c'est peut-être directement l'événement. Comment vous faites pour le surplus? S'il y a des restes, en fait, comment ça se répartit, comment ça se redistribue, tout ça? Est-ce que tu sais? Ouais. Alors pour les quantités estimées en fait sur chaque course que nous on envoie, déjà on prend en compte le nombre de participants de chaque course, le nombre de ravitaillements, on a fait l'équipe qui s'occupe de tout ce qui est logistique, etc., événementiel, a fait des calculs sur des moyennes de qu'est-ce qu'un coureur consomme sur chaque ravitaillement, etc. En fonction de tous ces calculs, il y a une quantité de produits qui est définie et qui est envoyée. Ça, c'est une équipe, c'est l'équipe événementielle et logistique en fait qui s'occupe de tout ça. Donc, je peux pas te dire concrètement quel est l'algorithme, mais il y a un algorithme en fonction de tous les différents paramètres. Et ensuite, pour les restes,
il y en a. Le problème justement, c'est qu'il y a souvent très peu de restes, voire en fait, on manque de produits sur des ravitaillements. On a plusieurs expériences où en fait les coureurs, les coureurs de fin de peloton, c'est pour ça que j'ai dit ça juste avant, n'ont plus de produits sur la fin de course. Donc souvent, il y a pas de reste. Et pour quand il y a des restes, et ben en fait, c'est mis à disposition de l'ORIA. Vu qu'en fait, à partir du moment où nous on leur transmet les produits, bah c'est à eux. Donc en fait, c'est eux qui gèrent. Souvent, ça revient aux bénévoles. Enfin voilà, c'est un peu redistribué en interne à l'organisation, quoi. C'est Théo, il a tout mangé. Il a tout mangé avec sur les ravitaillements. Il y en avait plus parce que c'est pas de ma faute. Moi, j'ai pris aucun produit sur les ravitaillements, donc j'en ai laissé pour ceux qui me suivaient. Pourtant, Nico, il me semble qu'au CAD, après que t'as abandonné, je t'ai vu avec deux, trois gaufres dans la main, des gaufres Nac, il me semble, non? Pas du tout. Je mangeais du pain et du Roquefort parce qu'il faut pas déconner. Je mange pas des produits énergétiques après un effort comme ça. Et toi, Alex? Moi, écoute, j'ai tapé une belle hypo au CAD et pour être totalement transparent, mon péché mignon, c'est les gaufres. Alors habituellement, je prends pas des gaufres Nac parce que ça coûte la peau du cul. Donc je prends des gaufres Björg en magasin bio qui coûtent aussi cher mais qui sont un peu moins chers quand même. Et j'en prends souvent sur mes ravitaux. Et là, après mon hypo, j'avais qu'une envie, c'était des gaufres. Je suis arrivé au ravito, j'ai vu des gaufres. Donc j'avoue, j'ai mangé des gaufres Nac au ravito du CAD. Aïe, Voilà. aïe, aïe. C'est exactement ce qu'on recherche. Merci, Alex. Dernière petite question pour conclure la rubrique business. Je suppose que c'est assez compliqué d'évaluer le retour sur investissement direct en dehors des ventes sur le salon pour un partenariat comme celui-là. Qu'est-ce qui vous fait dire si c'est réussi ou pas? Ouais, comme tu dis, c'est très compliqué d'évaluer le ROI. Donc en fait, nous, on prend plusieurs éléments en compte. D'abord, majoritairement, tous les coureurs qui viennent nous voir après leur course en nous expliquant qu'ils ont pu prendre nos produits sur la course et que tout s'est bien passé ou pas, parce que genre on est aussi à l'écoute des problèmes pour progresser. Ils nous transmettent aussi des infos sur comment les bénévoles ont mis en place les produits, sur cet aspect sur lequel on n'a pas vraiment la main. Donc c'est vraiment intéressant. Ensuite, nous on calcule aussi le nombre de personnes qui ont appliqué sur notre Nutrition Calculator. C'est notre outil qui permet aux coureurs de recevoir un plan nutritionnel personnalisé et gratuit. Donc ça, en fait, nous on récolte pas mal d'emails avec ça et ça nous permet aussi d'avoir une idée de combien de personnes ont utilisé cet outil. Donc c'est intéressant. Ensuite, évidemment, il y a notre chiffre d'affaires généré sur les 3 jours. C'est un indicateur majeur pour voir si l'événement est réussi ou pas. Et ensuite, la dernière chose, mais qui est plus sur du long terme, c'est la fidélisation des coureurs. Parce qu'en fait, souvent, quand on se déplace d'événement en événement, ce qui revient, c'est que les coureurs nous disent on a testé vos produits sur cette course UTMB World Series ou sur cette course des Templiers. Et donc, à la suite de ça, nous, on a acheté ces produits parce qu'on a vraiment aimé sur l'événement. Donc voilà, c'est les différents curseurs avec lesquels on essaye de voir si l'événement est réussi. Moi, j'ai une question plus pour les autres, pas pour toi, Louis, mais c'est quoi votre vision du fait qu'il y ait un grand partenaire comme ça de nutrition et qui du coup ça crée pour moi une forme d'inéquité entre les athlètes puisque ceux qui vont être sponsors par cette marque-là peuvent utiliser leurs produits et les ont à disposition sur tous les ravitaux, contrairement à des athlètes qui, s'ils sont sponsorisés par d'autres marques ou pas sponsorisés, n'ont pas forcément cette chance-là. C'est vrai que c'est une vraie question. Après, quelle serait la solution, quoi, d'obliger d'avoir toutes les marques de nutrition disponibles à tous les ravitaux ou de mettre aucune marque à tous les ravitaux? C'est vrai que ça pose une petite question d'égalité, mais je vois pas trop comment faire. Par contre, peut-être que Louis pourra nous répondre, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez nouveau ce truc de partenariat des événements qui mettent à disposition des produits à grande échelle comme ça. Est-ce que c'est pas aussi NAC qui a démocratisé ce truc-là? Il y a déjà eu des accords qui étaient faits avec quelques petites marques, mais c'était plus des petites marques locales. Enfin, il n'y avait pas vraiment de gros partenariats comme ça avec des marques de nutrition. Donc oui, je pense que c'est un peu Nike qui est un peu qui va un peu de l'avant avec ce nouveau type de collaboration. Mais par contre, si on prend l'exemple sur Ironman, Morten, ils sont partenaires de toutes les courses Ironman. Et eux, pareil, ils mettent à disposition les gels et les bars aussi, je crois, et la boisson sur les ravitaillements Ironman. Donc sur ce sport-là, par contre, ça existe déjà. Et pour revenir au point que Nico il disait,
nous, ce que je peux dire, ce qui peut défendre un peu les athlètes, un athlète Baou par exemple, qui a pas le droit de prendre du Nike, c'est que nos produits sont mis en c'est pas une solution, mais ça peut résoudre un peu le problème. C'est que nos produits, là, de plus en plus, ils sont mis sans le packaging et en vrac. C'est-à-dire que les barres, on va les couper en petits morceaux. Les gaufres, normalement, aussi, elles doivent être coupées de plus en plus en petits morceaux. Là, au Templier, par exemple, le drink mix, c'était mis dans des pichets. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment un logo NAC. Si toi, Nico, tu cours, tu prends un bout de barre en carré, par exemple, il y aura pas forcément le Ouais, logo mais NAC. c'est pas tellement ça ma vision, parce qu'en fait, pas moi je défends toujours ça. La nutrition pour moi c'est quelque chose qui est pas comme d'autres partenariats, c'est-à-dire que bah oui, une paire de baskets, tu portes une marque. La nutrition, oui, t'as peut-être ta nutrition dominante que tu utilises 85% du temps, mais aucune marque ne fait tout de mon point de vue. Et puis même ne serait-ce que les goûts, les textures varient d'une marque à l'autre, donc on utilise tous, je pense, si on est honnête, différents produits sur les courses. C'est plus le fait que quand tu es un athlète, bah, par exemple NAC dans ce cas-là, toute l'année tu utilises ces produits et c'est vrai que si tu arrives sur des ravitaillements, notamment sur des courses longues, où il y a par exemple bah, que la boisson d'une marque, toi si tu es un athlète d'une autre marque et que tu veux utiliser ta boisson, tu dois transporter tout alors qu'un athlète de la marque, bah lui va être habitué et va pouvoir prendre la boisson. Après c'est pas évident. Et après j'ai une autre question, est-ce que c'est un vrai investissement, c'est-à-dire que on investit pour se faire connaître et que c'est pas forcément des partenariats amenés à long terme parce qu'entre guillemets on perd de l'argent à faire cet investissement-là, ou est-ce que c'est enfin on en a parlé un petit peu du retour sur investissement, mais est-ce que c'est une stratégie long-termiste ou c'est plutôt quelque chose pour se faire connaître et qui est pas amené à durer pendant des années par exemple? Moi, je pense que je peux pas vraiment te donner une directive des prochaines années de la marque concrètement, mais moi, de ce qu'on voit et de ce qu'on met en place en ce moment, c'est clairement pas un investissement. Enfin, pour moi, c'est un investissement qui peut très bien être, qui peut durer et qui peut être vu sur du long terme, quoi. Il y a pas de, on perd pas forcément d'argent en étant un partenaire des Templiers comme cette année, quoi, par exemple. Ok. Merci Louis pour cette rubrique business très intéressante. Je t'envoie la facture juste après pour que NAC nous remplisse les poches pour cet épisode. Et puis allez, c'était une petite blague pour les auditeurs. Vous voyez pas forcément, mais tout le monde rigole et tout le monde sourit. Pas encore d'accord financier et de source de revenus pour le trail qu'on aime. Et on peut passer maintenant à la rubrique de Théo Robin, la rubrique kiné. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Eh bien, je voulais vous parler d'un sujet d'actualité. Alors, c'est pas forcément une rubrique spécifique à la kiné. Je voulais vous parler principalement de la coupure. On arrive sur la fin de la saison, quasiment pour tout le monde. Donc, soit les gens commencent à être en coupure ou vont vite arriver, sauf pour ceux qui sont sur la Saint-Élion comme lui. Bah, généralement, c'est quand même conseillé d'avoir quelques semaines de coupure. C'est plus ou moins long en fonction des profils et puis du type de pratique. Et souvent, ça arrive après le dernier gros objectif de la saison. Moi, j'y vois plusieurs gros points d'intérêt. Le premier, c'est d'avoir une phase de régénération physique avec évidemment une baisse de la charge mécanique, donc c'est moins de kilomètres, moins de volume. Et puis, ça a aussi un intérêt sur la diminution d'éventuels gènes ou douleurs qui pourraient traîner tout au long de la saison. Et puis si c'est le cas, c'est aussi le moment de s'en occuper, de les traiter, et puis de recharger progressivement mécaniquement lors de la reprise après quelques semaines. Le deuxième point, c'est d'avoir une phase de régénération mentale. C'est aussi le fait de décrocher du plan d'entraînement, d'avoir plus de temps pour soi, pour faire d'autres activités, d'autres passions, et puis aussi surtout profiter et donner un peu plus de temps à nos proches, parce qu'on sait que le trail, quand on le pratique sérieusement, c'est quelque chose de très chronophage. Le troisième point, c'est d'avoir un intérêt aussi sur l'assimilation de tous les entraînements. Donc, en fait, on fait que de s'entraîner, qu'on récupère jamais. La progression, elle est clairement moindre, et puis on tend vers le surentraînement. Donc, sans repos, il n'y a pas d'assimilation, et franchement, il y a beaucoup moins de progression. Et puis après, je rajouterai deux points. Le premier, c'est d'abord de faire le bilan de la saison qui vient de se passer. Donc là, c'est faire le point sur 2024. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles sont les modifications que je vais devoir apporter pour l'année prochaine? Et là, c'est important d'avoir un œil quantitatif. Donc, combien d'heures d'entraînement j'ai fait par semaine? Quel a été mon volume en kilomètres, en dénivelé? Combien j'ai fait d'intensité? Quelle était ma répartition en course à pied, en muscu, en vélo, en ski? Enfin voilà, avoir un œil quantitatif, mais aussi avoir un œil qualitatif sur ce qui a été fait.
Et puis, dernier point que je trouve primordial, c'est de prendre le temps de réfléchir et de bien construire la saison 2025. Et donc ça, faut surtout le faire en fonction de ses contraintes pro et perso. C'est à part pour les élites, il vaut mieux placer le pro et le perso en priorité et ensuite mettre le sportif. Pour les élites, bon, évidemment, c'est différent. Et puis, je rajouterais que il faut que tout le monde pense à faire un peu de préparation physique l'hiver pour augmenter les capacités du corps à tolérer la charge. Et ça a un double intérêt. C'est un intérêt sur la prévention des blessures et aussi sur la performance. Et je crois que Nico, tu voulais nous faire un petit point Ouais, aussi moi je sur vais ta rebondir un philo. petit peu. T'as présenté très bien de manière générale. Après, moi, mon expérience, c'est que c'est dur de faire couper les athlètes. Alors, il y en a qui arrivent bien, mais il y en a beaucoup qui ont du mal parce que je pense que dans un sport comme le nôtre, il y a quand même pas mal de gens qui sont bigorexiques ou qui, en tout cas, ont un rapport au sport qui est pas toujours très sain. Et c'est vrai que je pense que cette période, elle est aussi importante peut-être pour s'en rendre compte que ce soit, enfin qu'on soit capable de s'en rendre compte, que l'athlète ou l'entourage puisse s'en rendre compte, parce qu'en fait c'est pas normal de pas pouvoir supporter, de ne pas faire du sport pendant 1, 2, 3 semaines. On n'a pas trop parlé de durée, mais on va dire que dans la généralité une coupure c'est quand même entre 15 jours et un mois. On va dire que c'est ça une vraie coupure. En dessous, pour moi c'est pas une coupure, c'est une régénération physique post-compétition qu'on doit faire. Ça, même si on sort du sujet, je le rappelle toujours, après des trails longs, faut faire des coupures, mais des coupures, voilà, régénératives d'une semaine, 10 jours, mais ça, c'est pas la vraie coupure. La vraie coupure, pour moi, en dessous de 15 jours, c'est pas une coupure, quoi. Et c'est vraiment important. Pour s'en convaincre, je pense qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé du Festival des Templiers. Pendant longtemps, ça a été un peu la dernière course de la saison ou avec la Saint-Élion, mais souvent, c'est la dernière course. Et c'est vrai qu'il faut se dire que, bah, il va s'écouler une année avant qu'on ait de nouveau une longue période sans faire du sport. Donc, voilà, d'être aussi dans un process d'entraînement toujours à long terme et d'accepter, bah, voilà, forcément de perdre son niveau. C'est vrai que c'est dur, hein, c'est ingrat la coupure quand on s'arrête par exemple sur un grand trail comme on a pu faire et qu'on a couru pendant 7 heures et qu'on fait 3 semaines, un mois de coupure, et ben on reprend. C'est dur de courir 30-35 minutes alors que la dernière fois qu'on a couru c'était pendant 7 heures, mais c'est important pour durer dans le temps et avoir une pratique équilibrée qui nous permet de progresser au fil des années. Ouais, moi je voulais juste réagir aussi sur la coupure. Et je pense qu'il y a deux choses qui sont hyper intéressantes. C'est surtout bah, continuer à être à l'écoute de ses envies au moment de la potentielle reprise. Et puis je pense que c'est vraiment intéressant de poser un cadre. Et comme tu l'as dit, Nico, de s'imposer, tu vois, minimum 2 semaines de coupure. Et ensuite, après ces 2 semaines-là, si être à l'écoute de ses envies, si on a envie de reprendre, on reprend. Si on a envie de continuer à se laisser le temps, ben, on se laisse le temps. Et moi, ce que j'aime bien faire personnellement, c'est faire une belle coupure de 2 semaines où je fais vraiment pas de course à pied à la fin à la fin de la saison. Et par contre, à chaque après course ou après gros objectif, j'aime bien passer entre 3 et 5 jours où vraiment je vais faire une mini coupure qui va me permettre aussi au cours de la saison de me régénérer mentalement et physiquement. Donc il n'y a pas une seule coupure dans l'année qui peut être de 2 ou 3 semaines à mon sens, mais on peut faire aussi tout un tas de micro coupures qui, moi je trouve, est vraiment une bonne solution. Allez, je conclue la rubrique en vous donnant un petit peu moi ce que je fais aussi du côté pratique maintenant depuis plusieurs années. En dehors parfois des petites coupures qui ont lieu pendant la saison, même s'il y a eu des coupures qui sont liées à des blessures, etc. En fait, souvent pendant la saison, je suis toujours mentalement toujours focus sur aller de l'avant et mon entraînement il est au cœur de mon quotidien. Et pendant la coupure, là c'est là où vraiment j'essaye de mentalement aussi d'essayer de penser à autre chose, de faire d'autres activités. Donc il y a toujours au moins une semaine où il y a zéro activité, une dizaine de jours où il y a très très peu d'activité. Et après ce que j'aime bien faire aussi pendant 2 semaines ou 3 semaines parfois, c'est de reprendre de l'activité, mais pas forcément de la course à pied. Donc faire des choses que j'aime, mais que je prends moins le temps pendant la saison. Donc aller grimper avec les copains, aller faire un petit peu de VTT ou faire des choses comme ça qui me font kiffer, qui remettent le corps en mouvement tout doucement et qui changent un petit peu de la course à pied. Et je crois qu'Alex a une dernière réaction avant qu'on conclue. Ouais, non, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur le changement de discipline. Et moi, c'est aussi pour ça que j'adore l'hiver, bah, changer de, ça reste de la course à pied, mais aussi changer de discipline pour, ça permet aussi de se régénérer mentalement et d'arriver sur une saison de trail encore plus motivée, bah, d'aller faire du cross, de la route, de changer vraiment de sport. Ça peut être hyper intéressant là-dessus. Merci Alex. Allez, on passe à la rubrique auditeur-auditrice. Et aujourd'hui, c'est une rubrique auditrice. Pour la première fois du podcast, on est très fiers
d'accueillir une fille qui nous écoute. Et donc, comme vous le savez, ici, on essaye de mettre en lumière des performances qui sortent de l'ordinaire. Et donc, c'est le cas aujourd'hui avec une athlète confirmée puisqu'elle vient de terminer troisième de la Diagonale des Fous. Alexandre l'avait annoncé comme une favorite enfin, comme une outsider qui allait faire parler d'elle et ça n'a pas raté. Bienvenue Pauline, merci d'être là avec nous. Et pour commencer, j'ai une petite question pour que tu puisses enfin donner la réponse à toutes les personnes qui se la posent sans arrêt depuis une semaine. Qui est Pauline Gardel? Salut l'équipe, bonjour à tous. Eh ben, Pauline Gardel, c'est une traileuse depuis quelques années maintenant qui a augmenté les distances progressivement et qui vient de faire son premier 100 miles sur l'île de la Réunion. Ouais, et Pauline, déjà, merci d'être là. C'est très cool de pouvoir te donner la parole après ta superbe perf. Juste pour continuer à te présenter, concrètement, enfin, tu fais quoi dans la vie à côté du trail? Alors, moi, je suis pharmacienne en officine, du coup. Je viens du nord de l'île, du nord de la France. J'ai fait un petit passage de quelques années à Paris. Et là, les 2 dernières années, je suis plutôt en montagne. J'étais dans les Alpes pas mal. Là, je viens de faire tout l'été dans les Pyrénées. Et puis, je retourne dans les Alpes pour l'hiver, au moins à partir de début décembre. Ok, et puis Mathieu l'a dit, bah, tu as fait une perf totalement inattendue. En tout cas, tous les observateurs du trail t'avaient pas forcément nommé, bah, à part nous. Tu avais le 17e UTMB Index au départ. Et justement, j'aimerais toi que tu nous racontes un petit peu bah, comment tu as vécu émotionnellement, notamment le fait de petit à petit remonter les places féminines jusqu'à te retrouver troisième. Moi, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment ton état émotionnel a évolué au fur et à mesure que tu reprenais des places chez les féminines. Oui, alors en fait, avec Lilian, mon coach Lilian Gugliero qui m'entraîne depuis 3 ans, du coup, on avait pas mal parlé de ça et en fait là le but c'était de commencer la course en étant en gros facile entre guillemets jusqu'à Sillaos, donc la première base vie. Ensuite, essayer de maintenir comme je pouvais jusqu'à la deuxième base vie, donc au 140e kilomètre. Et puis après seulement commencer à regarder le classement, le temps, etc. Et en fait, du coup, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai vu pas mal de filles partir devant sur le départ. Et en fait, au fur et à mesure, enfin, je refusais vraiment de savoir combien j'étais, mais forcément les gens sur le côté te le disent, même si tu l'as pas trop demandé. Et en fait, progressivement pendant la course, je passais des filles, je savais que je me faisais reprendre, etc. Et vraiment, je me détachais de ça tout du long de la course pour pas subir justement la pression et en fait, en sachant même pas si ça allait tenir jusqu'au bout. Donc le but, c'était de prendre ce qu'il y avait à prendre, de se dire que oui, j'étais dans une bonne journée mais que en fait, ça pouvait ne pas durer et du coup remonter les places, c'était motivant, mais je voulais surtout pas m'emballer. C'est intéressant, moi, je trouve, parce que on se rend bien compte que c'est une épreuve qui est tellement particulière qu'en fait, c'est même pas vraiment une course, quoi. C'est vraiment, enfin, ça fait écho à ce qu'a dit le vainqueur homme avant la course, c'est que c'est vraiment cette notion d'aventure parce qu'il y a vraiment le côté, en fait, faut faire sa course, faut pas se fier aux autres. Et en fait, c'est faire sa course qui fait qu'on va évoluer au classement et se focaliser trop tôt sur le fait que ce soit une compétition. Je pense que c'est la meilleure manière de rater sa course parce que c'est tellement long que faut vraiment être hyper patient. Enfin, c'est moi qui ai jamais fait d'ultra, je me dis aller doucement en fait. Mais en fait, est-ce que tu peux vraiment arriver facile à Sillaos quoi? Parce que c'est quand même déjà courir plus de 60 bandes quoi. Ouais, mais en fait, c'est ça l'avantage, c'est que moi j'avais zéro pression. J'étais, enfin, vous aviez cité mon nom, mais un peu plus comme une boutade et enfin j'étais pas du tout dans les favorites. Enfin dans les 17 oui, mais pas du tout dans celles qu'on allait suivre. Et du coup j'avais zéro pression et le but c'était vraiment de faire ma course. J'avais juste un objectif, c'était de le finir, ce grand raid.
Et du coup, ça aide vraiment à se détacher du classement. Enfin, voilà, c'était facile de se détacher de ça. J'avais une petite question, moi, Pauline. Bah déjà, bravo pour ta course parce que bon, ça a l'air d'être, enfin, c'est une sacrée perf et ça avait l'air d'être exceptionnel d'un point de vue émotion. Et du coup, moi, ça m'intéressait de savoir quelle grosse course t'avais fait en prépa ou savoir si t'avais fait plutôt des week-end shocks. Et puis aussi savoir si c'était la première fois sur l'île de la Réunion ou si tu y étais déjà allé par le passé. Oui, alors c'est la troisième fois que je venais sur l'île de la Réunion. J'étais venue 2 fois pour des séjours, une fois entre copains, une fois en famille. Mais c'était vraiment, bah, c'est la première fois que je me mettais sur une ligne de départ, du coup, sur la Réunion. En gros, avec Lilian, on avait programmé 2 courses vraiment de prépa. Faut savoir déjà que depuis le début d'année, j'ai pas touché les bâtons. Parce qu'en fait, bah, la Diag, ça se fait sans bâton. Donc en fait, depuis le début d'année, je cours sans bâton, à l'entraînement comme sur les compètes. Et en gros, j'avais programmé une course en mai qui faisait pile poil un tiers de la Diag en termes de kilomètres et de dénivelé. Ensuite, fin juin, j'avais le Landor by UTMB qui faisait exactement les 2 tiers de la Diag en termes de kilométrage et de dénivelé. Et après, durant tout le reste de l'été, donc à partir de juillet, le but, c'était d'enchaîner le plus possible des jours, enfin, en suivant des cycles, mais du coup d'enchaîner le plus possible des gros cycles, enfin des grosses sorties en montagne. Je me souviens de 2, 3 gros week-ends où je faisais facilement 100, 120 kilomètres sur le week-end. Et du coup, en fait, ça passait super bien parce que c'était bien amené dans les cycles. C'était pas brutalement, je me faisais à faire 60 bornes sur la journée. Mais du coup, je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé pour résister à la fatigue. Et puis voilà, je pense que la prépa était parfaite. Top. Bravo. En plus, c'était, enfin, c'était trop plaisant en fait comme prépa. La prépa, elle est presque plus importante que la course en elle-même parce que c'était des journées où c'était des journées entières en montagne, dans les Pyrénées ou ailleurs. C'était vraiment chouette, quoi. Magnifique. C'est vraiment ça le trail qu'on aime. Et moi, j'avais aussi une petite question Exactement. par rapport à la médiatisation de ta course et de la course féminine et même peut-être des féminines en général sur la Réunion. Est-ce que tu as ressenti, toi, au niveau perso, qu'il y avait quand même un gros décalage entre la couverture de la course masculine et la couverture de ta course, et notamment à ton arrivée sur les podiums, etc. Comment tu l'as ressenti? Et est-ce qu'il y a des médias qui ont mis un petit peu en avant ta perf et ça t'a fait plaisir ou pas, du coup? Au niveau global, peut-être. Globalement, non. Il n'y a pas eu énormément de médiatisation de ma troisième place. Il y a le Luchon-Neto Trail qui a fait un post parce que en fait Robin qui nous accueillait en tant que speaker sur la ligne d'arrivée avait fait la même course que moi et du coup voilà, et c'était un petit clin d'œil. Mais sinon non. Mais je pense que Manon Board, elle a fait quelques publications et elle a été pas mal sollicitée. Mais j'ai pas vu beaucoup de choses de Marilyn Nakache. J'ai pas vu beaucoup de choses sur les filles en général. Je pense que sur cette course-là, surtout, il y a eu Mathieu Blanchard qui a pas mal pris Phagocyté. la lumière et comment? Phagocyté. La Exactement. Et du coup, bon voilà, après, moi, c'est pas, enfin, ça me dérange pas. Vous êtes le podcast que j'écoute le plus et du coup, je suis très contente d'intervenir. Après, chercher la lumière, c'est pas trop mon style et c'est très bien comme ça. Allez, on propose quand même à nos auditeurs d'aller te suivre sur Instagram pour voir un petit peu ce que tu fais, aller lui envoyer de la force pour que ça continue cette flamme sur les prochaines années parce qu'on a bien hâte de suivre tes performances sur les prochaines courses. Est-ce que Est-ce tu qu'elle a plus de veux... followers que Vincent Bouillard ou pas? Comment? Ouais. Oui, mais lui, il a tout bloqué, alors Et forcément. Allez, est-ce que tu as un dernier petit message à faire passer à nos auditeurs, un petit mot que tu veux partager pour conclure cette interview? Ah, c'est pas facile, on t'avait pas dit de le préparer, mais est-ce que tu as un petit mot? Non, j'aurais un petit coup de cœur Allez, après. vas-y. Comme ça, tu peux ouvrir la rubrique.
Allez, c'est parti pour les coups de cœur. Du coup, moi, mon coup de cœur, il va tout simplement à l'assistance que les coureurs peuvent avoir sur les ultras, surtout. En gros, ça change vraiment la course. C'est quand même des gens qui sont là pour nous à 100%. Ils dorment très peu, ils mangent quand ils peuvent, ce qu'ils peuvent. Nous, on arrive, tout est prêt, on râle parfois un peu, on prend ce qu'on a à prendre et puis on s'en va en laissant tout en plan et puis rebelote au point d'après. Et en gros, eux, ils sont trop contents. Et du coup, gros coup de chapeau. À l'assistance. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon frère Gauthier qui faisait tous mes ravitaux tout seul, du coup, sur la Diag. Et je crois qu'il a dormi peut-être 2 heures sur les 2 nuits, mais il était heureux d'être là. Et puis surtout, bah, le fait de vivre ça avec lui, bah, ça rend la course encore plus forte, l'émotion, elle est partagée. Et du coup, c'est un peu notre diagonale des fous. Et du coup, bah, merci Gauthier pour Magnifique. C'est ça ces le trail deux qu'on aime. jours qu'on a passés. Ouais, bah c'est vraiment ça le trail qu'on aime. Et puis on rappelle à tous nos auditeurs d'être gentils avec leur assistance, puisqu'ils sont là avant tout pour nous. Donc tu as magnifiquement ouvert la partie coup de cœur, coup de gueule, le petit moment expression libre. Je vais lancer Nico qui, après cette touche très positive, avait un tacle à faire. Ouais, du coup, franchement, je le fais, ça fait des années en fait. C'est un comique de répétition. Du coup, je vais le dire en public, mais le speaker du festival, enfin l'un des speakers du festival des Templiers, Dominique Chevalier, qu'on présente pas, qui a été un très grand athlète et qui fait la conférence de presse des athlètes élites qui a lieu le samedi matin et qui, je suis désolé de le dire, mais ne travaille pas quoi. C'est pas possible. Il connaît pas les athlètes. C'est franchement, je sais pas si t'étais là, Alex, ou pas dans la pièce. Non, j'étais pas là. Par contre, T'étais j'ai pas fait là. la conférence de presse les 3 dernières années. C'est le moment c'était les 3 moments les plus gênants de ma vie. Ouais, c'est malaisant vraiment de comme ça et donc j'aurais peut-être dû le dire directement à Gilles et Odile, mais ils nous écouteront peut-être ou ça leur reviendra. Mais franchement, faut faire quelque chose. En tout cas, faut qu'il y ait une meilleure préparation parce que voilà, des athlètes internationaux qui sont pas reconnus, moi ça me pose quand même problème quoi. Et je tiens à renforcer ce coup de gueule parce que il a complètement gâché mon départ. Ça faisait 1 an que j'attendais de revivre les émotions d'un départ de nuit à la frontale avec la chanson mythique des Templiers. Et, c'est malheureusement lui qui m'a donné le départ. C'était catastrophique. Donc, s'il vous plaît, Odile et Gilles, dites à Dominique de plus venir, s'il vous plaît. Ça commence fort. Allez, Théo, revenons dans le positif, s'il te plaît. Ah ouais, parce que là, il y a deux snipers là. Moi, je voulais juste revenir sur le. J'avais un coup de cœur sur l'ambiance qu'il y avait au Templier, les paysages, les spectateurs et la gentillesse des bénévoles. C'était vraiment un événement de fou. Donc, merci à eux, c'était quelque chose. Et puis, j'ai aussi une info à partager. Enfin, c'est pas mon info, hein. C'est juste que le l'UTAG, donc l'Ultra Trail du Haut-Gifre, il y avait eu un tragique événement avec le décès d'un coureur. De manière accidentelle en 2024. Ils maintiennent l'édition 2025 et ils viennent d'annoncer qu'ils allaient mettre des nouveaux parcours, donc sûrement pour éviter la pointe d'Angolon. Et donc ça sera le week-end du 13 au 15 juin à Samoins. Donc c'est vraiment chouette de les voir continuer après un tragique événement. Et moi je vous encourage clairement à prendre des dossards là-bas. Les dossards sont pas très chers pour faire écho au dernier épisode. Et puis c'est un massif pas si connu que ça et absolument magnifique. Donc foncez prendre vos dossards dès que les inscriptions seront ouvertes. Allez, on profite du fait que Louis soit encore avec nous pour lui poser sa question. Est-ce que tu as eu un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule ces dernières semaines, Louis? Et bah, j'en profite pour faire un petit coup de cœur sur Yannick Noël à la suite des Templiers par rapport à son enchaînement top 10 UTMB et deuxième victoire de suite sur l'endurance des Templiers. Donc voilà, et j'ai écouté son podcast avec Course Épique et il a l'air vraiment cool, sans prise de tête. Donc voilà, petit coup de cœur sur Yannick Noël qui est pas tant mis en lumière alors qu'il est quand même sacrément solide. Et son C'est vrai, podium au Lavaredo aussi. Hein. Et c'est vrai son qu'il a fait podium une à la sacrée saison. Il est saison, bien jugé cool. sur les longues distances. À mon tour de vous exposer cette fois aussi mon petit coup de cœur, ça va aller à Sébastien Réchon. Donc si vous le connaissez pas, il vient avant tout de l'athlétisme quand il était jeune, puis ensuite il a vraiment brillé dans le raid aventure avec son équipe 4 centimes. Et depuis quelques années, on le voit de plus en plus sur les ultra.
Donc pour ne citer qu'une infime partie de la liste de ses folies, il a déjà fait deuxième de l'échappée belle sur les circuits plus classiques, double vainqueur du Tour des Glaciers, donc la version longue du Tour des Géants. Il a aussi, donc là c'est hors course, le record de la traversée des Alpes par le GR5. Donc du lac Léman jusqu'à Nice, et ça en autonomie complète. Il a aussi manqué très peu cette année d'être finisher de la Barclay, donc il a échoué dans la dernière boucle sur les 5 qu'il faut faire pour terminer. Et là, la semaine dernière, il nous a lâché une dernière dinguerie. Il nous a fait le GR20 en autonomie totale. Donc à cette époque de l'année, mi-octobre, ça veut dire avec des nuits très longues. Et il a raconté qu'il n'a croisé qu'une toute petite dizaine de personnes sur l'intégralité du parcours. Beaucoup de galères d'orientation solo dans le brouillard et dans la nuit. Donc pour ceux qui ils sont déjà allés là-bas, on sait que c'est un chantier de faire ce record de faire ce chemin en une fois. Et là, il a fait en une fois, donc sans assistance, sans paisseur. Donc juste lui, son sac et ses 7 batteries de frontale au départ, puis en avant pour traverser la Corse. Donc c'est vraiment une perf incroyable. Il a bouclé ça en 44 heures. C'est assez dur de prendre la mesure de la performance puisqu'ils sont qu'un cercle très restreint à se lancer sur ce genre de dinguerie. Mais mon coup de cœur, avant tout, c'est pas plus pour la performance, mais plus pour la démarche de le faire en solo, sans assistance, sans chichi, sans avoir absolument une équipe qui nous suit pour faire un documentaire. La passion avant tout. Respect monsieur Seb Réchon pour avoir fait ça. Il nous reste Alex qui doit nous faire un petit coup de gueule. Je vais être rapide, je rejoins un petit peu ce dont on évoquait avec Pauline et le manque de médiatisation des performances féminines. Je trouve ça dommage qu'on donne pas plus de visibilité à tout ça et qu'on se serve pas aussi d'exemples un peu inattendus comme Pauline, ou si on se renseigne un petit peu, bah, on se rend compte qu'il y a vraiment une belle histoire à raconter autour de sa performance. Comme elle nous l'a dit, elle travaille à temps plein à côté. Ça fait pas si longtemps que ça qu'elle fait du trail, et je trouve que la performance, enfin l'histoire en tout cas racontée autour de ça est vraiment intéressante. Donc ça serait cool que bah, des gros médias ou des gros podcasts puissent se renseigner sur cette performance et pas toujours nous ressasser un petit peu les mêmes histoires avec les mêmes personnes. Ça pourrait être cool, et faire écho aussi à la médiatisation des féminines, notamment dans les journaux locaux, où j'ai constaté pas plus tard que ce matin, en lisant le journal local auvergnat, que encore une fois, on parle uniquement des performances masculines sur les trails locaux. Donc, si certains journalistes pouvaient nous écouter, ça c'est et prendre exemple sur ce qu'on essaye de faire nous aussi, en essayant de donner une égalité de traitement aussi bien aux féminines qu'au masculin, ça serait bien. Je pense qu'on peut conclure le podcast là-dessus. C'était encore une fois un plaisir d'échanger avec vous, les gars. Et puis, on rappelle aux auditeurs, s'ils sont encore là, que c'est probablement qu'ils ont bien aimé le podcast. Donc, n'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou à venir interagir sur le canal Instagram. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et puis, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao, ciao! À bientôt. Salut à Ciao, ciao. tous.